Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans cet épisode, j'ai choisi de vous raconter l'histoire d'Anthony Muroni, 33 ans, retrouvé grièvement blessé sur l'autoroute A4. Évacué en urgence à l'hôpital Mercy de Metz, ce futur papa sans histoire décédera quelques heures plus tard. Alors s'agit-il d'un accident, d'un suicide ou d'un crime? À travers le témoignage de ses proches et d'une vidéo très intrigante qui le montre quelques minutes avant le drame, Enquête criminelle tente de lever le voile. Avec moi, vous entendrez les voix de Chantal et Fabien Muroni, les parents d'Anthony, Jean-Marie Stanik, son oncle, et Stéphane Bonhomme, son meilleur ami. Vous entendrez également les voix de Sorina Dancy, la fiancée d'Anthony, Thomas Elambran, avocat de la famille, Bernard Marc, médecin légiste, et celle de Michel Levillain et Michel Marie, journaliste. Bonne écoute. Nous allons vous raconter le combat des parents d'Anthony pour la vérité. Mais pour moi, Anthony, il a été tué. Ils ont épluché le dossier et ils ont une conviction. Pour moi, c'est pas un accident. Jamais de la vie. Il y a des gens qui savent quelque chose. Chantal, aujourd'hui, elle est persuadée que ça a été prémédité. Dans cette affaire, nous avons retrouvé la petite amie d'Anthony. Elle n'a jamais parlé jusque-là. C'est la dernière proche qui l'a contactée peu avant le drame. Finalement, après 4 ans, quelqu'un a cherché à me parler, parce que c'est sans doute moi qui connaissais le mieux Anthony. Avec les témoins directs de cette tragique soirée, nous allons reconstituer minute par minute les dernières heures de la vie d'Anthony Muroni pour comprendre ce qui lui est réellement arrivé. Ce 7 mars 2020, tout commence à 2h26 par un appel d'urgence au PC de surveillance de l'autoroute. Un homme appelle la SANEF pour dire qu'il a percuté quelque chose. La voiture a fait un à-coup, il s'arrête un peu plus loin, la voiture est un peu endommagée, il y a un phare, un clignotant, des choses qui sont tombées. Il les ramasse, sort de l'autoroute et prévient les secours. Il dit j'ai roulé sur quelque chose. Il ne dit pas sur quelqu'un, il dit sur quelque chose. Est-ce que c'est un animal mort? Est-ce que c'est un paquet tombé d'un camion? En fait, il n'en sait rien. Parce qu'à aucun moment, il est allé voir à l'endroit où il avait roulé sur le quelque chose en question. En fait, le conducteur n'a pas roulé sur un animal, ni sur un objet, mais sur un homme. Le corps a été retrouvé sur l'autoroute A4, direction donc Strasbourg-Paris, donc en direction de Paris. Il était sur la voie de gauche, à hauteur de la commune de Bétain. Le patrouilleur va déplacer le corps pour le placer entre les glissières de sécurité. Le patrouilleur déclenche les secours et le peloton autoroutier de gendarmerie de Saint-Avold, qui est compétent dans le cadre d'accidents de la route. Et ces secours vont partir avec la personne encore un tout petit peu vivante à, je crois de mémoire, 5h10 du matin. Malgré de lourdes interventions chirurgicales, Anthony Muroni ne va pas survivre à ses blessures. À son réveil, Chantal Muroni ignore tout du drame qui s'est joué pendant la nuit. Je rentre dans la chambre chez Anthony et je vois qu'Anthony n'est pas là. Alors moi, je l'appelle à plusieurs reprises sur son téléphone portable et il répondait pas. Elle sait pertinemment qu'il a passé la soirée avec son ami Stéphane. Donc le premier réflexe, elle prend son téléphone et puis elle va appeler Stéphane. Elle me demande, il est où, Anthony? Je dis, je l'ai déposé à la maison, Chantal, va voir dans sa chambre. Non, il est pas dans la chambre. Je dis, va voir aux toilettes. Il était aux toilettes, je sais pas.
Et elle me dit, essaye de l'appeler, à toi il va décrocher. J'ai essayé d'appeler sur le téléphone à Anthony, à plusieurs reprises. Et là, j'ai la gendarmerie qui m'envoie un message sur Messenger. Eux, ils avaient le téléphone à Anthony. Ils ont vu Stéphane Bonhomme, ils m'ont recherché sur Internet. Pour les gendarmes, ces appels sont providentiels, car ils vont enfin mettre un nom sur l'homme renversé sur l'autoroute. Il avait cette veste-là, ça peut correspondre. Il a quoi comme téléphone? Je dis, il a un iPhone 13 ou un iPhone 12 Pro, je sais plus ce que c'était. Qu'est-ce que c'est son code pour déverrouiller le téléphone? Je lui donne le code, il me dit, c'est bien la personne là. Comment il s'appelle? Je dis, il s'appelle Anthony Muroni, c'est le fils de Chantal et Fabien Muroni. Mon téléphone sonne à plusieurs reprises. Et là, c'est la gendarmerie de l'autoroute de Saint-Avold, en me disant que je dois me rendre d'urgence à l'hôpital de Mercy, que mon fils avait eu un accident. J'ai cru que c'était un cauchemar, que c'était pas vrai. Je dis, Chantal, qu'est-ce qui se passe? Elle n'arrivait pas à me le dire. Elle m'a dit, Anthony a eu un grave accident, il faut aller à l'hôpital tout de suite. Elle sait que c'est grave, mais ils avaient encore énormément d'espoir. Et bien sûr, en tant que parent, on se raccroche à cet espoir-là. À ce moment-là, Anthony est encore entre la vie et la mort. Mais ses blessures sont trop importantes. Il décède à 10h05, ce 7 mars 2020. Le chirurgien m'a dit la vérité parce que je me suis présenté comme son oncle. Il m'a dit que il n'y a plus rien à faire. Anthony est décédé. Je crois 5 minutes avant qu'on arrive, il est décédé. Le médecin nous dit qu'il a fait une hémorragie interne, qu'on ne pouvait plus rien faire, que tout était atteint. Ma sœur a poussé un hurlement et puis ça s'est arrêté net à ce moment-là. Je connais l'amour immodéré, l'amour infini qu'elle a envers son fils. Elle a perdu tout ce qui pouvait y avoir d'important pour elle dans sa vie. C'était là, c'était son fils. Happy birthday to you. Voilà, toute sa vie, toutes les choses qu'elle a accomplies, c'était que pour lui. Voilà, bravo chérie. J'étais tellement choquée que j'ai même pas demandé de quoi il est décédé, qu'est-ce qui s'est passé. Si elle m'est tombée sur la tête, tellement j'étais... Après, on réagit pas tout de suite, on croit que c'est pas vrai. On croit que ça peut pas nous arriver. Le choc. Ouais. C'est indescriptible. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là, c'est indescriptible. Je reçois un message de Chantal où il est écrit « Anthony est mort ». Je n'y croyais pas, absolument pas. Ce n'était pas possible, parce que quelques heures avant, on était au téléphone ensemble. Très vite, au chagrin s'ajoute l'incompréhension. En effet, lorsque les proches d'Anthony apprennent les circonstances du drame, cela leur paraît forcément suspect. Malgré la douleur, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Je pensais qu'il s'était fait percuter sur l'autoroute, puisqu'on m'a dit que... Non, il s'est fait écraser sur l'autoroute. C'est quand même bizarre. Quand il y a ce premier examen du corps, on se rend compte que, en fait, son corps a été franchi, c'est-à-dire qu'on lui aurait roulé dessus. Mais donc, pour lui avoir roulé dessus, c'est bien que le corps qu'Anthony était déjà allongé sur l'autoroute à ce moment-là. Nous avons demandé au docteur Marc, un éminent légiste, de bien vouloir nous donner son analyse concernant les blessures d'Anthony Muroni. Les lésions qui ont occasionné le décès sont des lésions qui sont survenues alors que le corps était allongé.
Ça commence au niveau de la cuisse gauche avec des fractures complexes du fémur, et puis du bassin, et puis des côtes et des lésions thoraciques qui sont associées. Tout indique donc à l'autopsie qu'Anthony Muroni n'a pas été renversé par une voiture, mais écrasé alors qu'il était déjà allongé sur le bitume. La famille de la victime n'en revient pas. Couché sur l'autoroute, une voiture lui aurait roulé dessus. Je suis très très surpris de savoir qu'Anthony était présent sur l'autoroute, couché. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre. Il n'avait pas une seule égratignure nulle part, on voit nulle part. Il avait juste un bandeau au niveau du ventre. Anthony, il était beau. Il avait aucune trace au niveau du visage. On avait l'impression qu'il dormait. Ses mains étaient intactes, sa figure, son visage était intact. Il n'y avait rien. Rien du tout. Anthony Muroni avait-il décidé de se donner la mort ce soir-là, en s'allongeant sur l'autoroute, dans l'attente qu'une voiture lui roule dessus? Pour la famille, cette thèse est totalement fantaisiste. J'ai demandé aux gendarmes de me donner le nombre de ce genre d'accidents. Il m'a répondu que c'est à peu près 2 à 3 par an. Je comprends pas. Chantal et Jean-Marie ont le sentiment que l'affaire est prise à la légère et que cela cache quelque chose. En fait, vous allez voir que sans une série de décisions malheureuses, Anthony serait peut-être aujourd'hui encore en vie. D'abord, l'automobiliste qui aurait écrasé le jeune homme n'aurait pas pris la mesure de la gravité de la situation. Quand il a percuté quelque chose, après ses dires, il est un peu plus loin, il s'est arrêté, il a ramassé ses débris. Il n'a pas cherché à comprendre ce qu'il a renversé ou percuté, il n'a pas cherché à comprendre. Hein. Si on avait dit j'ai roulé sur quelque chose qui pouvait être un homme, on aurait appelé immédiatement les services d'urgence. Et là, on va appeler un patrouilleur. Entre le coup de fil qu'a reçu l'agent de la SANEF et le moment où il s'est rendu sur place, il s'est écoulé énormément de temps, à peu près 1 heure. Et donc le temps que le SAMU arrive, il y a encore 1 heure qui s'est écoulée. Si au départ, on avait tout de suite envoyé les secours, au lieu d'envoyer d'abord un patrouilleur, puis ensuite les secours, peut-être aussi qu'on aurait évité cette fin tragique. Et le docteur Bernard Marc est lui aussi formel. De précieuses minutes ont été perdues. Lors d'un polytraumatisme, la montre compte beaucoup et une prise en charge très rapide lui apporte beaucoup plus de chances que si on commence la réanimation 1 heure plus tard lorsque les lésions auront évolué et occasionné des dégâts qui sont parfois irréversibles, comme c'est le cas. Et vous allez voir que dans le cas d'Anthony Muroni, les retards se sont multipliés. Les forces de l'ordre et les secours présents sur place auraient eux aussi tergiversé pour une raison très surprenante. Au départ, les gendarmes pensaient que c'était un SDF sur l'autoroute. Et d'ailleurs à tel point qu'ils avaient commandé un hélicoptère pour l'évacuer d'urgence, et quand ils ont réalisé que c'était un SDF, ils ont annulé la commande de l'hélicoptère. Pas, hein, Anthony, comme il était habillé, c'était pas un SDF, hein. Il avait un manteau en cachemire bleu marine, il avait un gilet bleu marine et une chemise blanche et bleu marine rayée. En fait, Anthony Muroni n'avait pas ses papiers sur lui, donc il était impossible de l'identifier. Et là où ça se complique, c'est quand les gendarmes réalisent que finalement c'est pas du tout un clochard, que c'est le fils Muroni. À un moment, on nous dit oui, mais si on avait su qui c'était. Je me suis permis de répondre aux gendarmes. J'ai dit une personne, quelle qu'elle soit, mérite la plus grande attention. C'est pas parce que c'est un SDF qu'on doit le laisser mourir. Hein. Vous vous rendez compte? C'est quand même inadmissible. Juste cette parole, c'est quand même inadmissible.
Il se trouve qu'Anthony Muroni et la famille Muroni en général est assez connue dans la ville et donc ce qui gêne un petit peu les gendarmes parce qu'il y a eu énormément de temps qui s'est écoulé, du temps précieux et beaucoup de manquements dans cette enquête. La famille se demande si ce ne serait pas pour masquer ces dysfonctionnements que l'enquête a vite été orientée vers l'accident. Et l'étude du dossier semble confirmer que certains éléments suspects n'ont pas été creusés, comme par exemple la déposition du conducteur qui a roulé sur Anthony. Maître Thomas Elambran, l'avocat des parents d'Anthony, s'étonne que l'automobiliste n'ait pas réalisé qu'il avait percuté un être humain. Cette personne prétendra n'avoir jamais vu qu'un objet qu'elle aurait heurté. C'est difficile à croire. Le chauffeur déclare aux gendarmes qu'il a été ébloui par les phares du camion qu'il venait de doubler. Ce qui expliquerait, selon lui, qu'il n'ait pas vu sur quoi il roulait. La personne qui a roulé sur le corps d'Anthony s'explique en disant qu'à ce moment-là, il y avait un camion devant lui, il a voulu le dépasser, donc il se déporte sur la voie de gauche, et c'est à ce moment-là qu'il roule sur le corps d'Anthony. Donc en fait, la visibilité était complètement réduite au moment du dépassement du camion. Le problème, c'est que l'automobiliste va être contredit. Car dans la voiture, au moment de l'accident, il n'est pas seul. Il voyage avec ses parents, et son père donnera une autre version des faits. Le papa du conducteur, dans sa déposition, il dit bien qu'au loin, il voyait une ombre. Quand on voit un obstacle sur une route, on commence déjà à ralentir pour voir ce que c'est. On continue pas à plus de 120 km/h. Et puis, le comportement de cet automobiliste, après le supposé accident, pose lui aussi question. Ce conducteur ne va pas rentrer chez lui, qui va couper son téléphone portable. Les enquêteurs n'arriveront qu'à le joindre à 8h du matin. Ah, ça pose aussi un problème parce que, imaginons qu'il avait consommé de l'alcool ou éventuellement des stupéfiants. C'est trop tard pour faire un quelconque prélèvement. Donc ça aurait été intéressant, peut-être, me semble-t-il, de fermer au moins cette porte-là. À cela, il faut ajouter son manque total d'empathie, dont il fera preuve lorsqu'il sera interrogé par les gendarmes. Il va déclarer qu'il n'y peut rien, qu'il ne se sent pas responsable, et il va avoir ce propos pour le moins malheureux: vous voulez quoi de moi? Vous allez quand même pas attendre que je chiale. On tue quelqu'un et on va pas se mettre à pleurer. C'est quand même grave. C'est affreux. C'est tout simplement inhumain. On peut pas réagir comme ça. Alors, que cache ce détachement? Le conducteur savait-il qu'il avait roulé sur un homme? En tous les cas, il ne fait l'objet d'aucune poursuite. Au contraire, il bénéficie du statut de témoin protégé. Le gendarme me répond: ce sont des gens très bien, ils ont rien à se reprocher. De toute façon, ils n'auront rien. Parce que votre fils, il avait rien à faire sur l'autoroute. Qu'est-ce que mon fils faisait sur l'autoroute? Qu'est-ce que mon fils faisait sur l'autoroute? Le lieu du drame interroge aussi, parce que de retrouver un corps qui gît comme ça sur l'autoroute au milieu de nulle part, c'est assez inédit. Voici le trajet qu'aurait emprunté Anthony ce soir du 7 mars 2020. La journaliste Yasmine Muffoletto s'est rendue sur place. Elle a pu constater que l'accès à l'autoroute est particulièrement compliqué. Il faut 5 minutes à peine en marchant du domicile à l'autoroute. Pour arriver à l'endroit, à la portion d'autoroute, on va emprunter en fait un chemin qui est un petit peu terreux, qui peut être boueux, notamment en hiver. Et donc là, en fait, ce qui nous sépare de l'autoroute, c'est un grand grillage qui doit faire à peu près 2,50 m de haut, je dirais. Ce qui est flagrant, c'est surtout qu'il est impossible d'atterrir comme ça à pied sur l'autoroute. Depuis le décès d'Anthony, ses parents se rendent régulièrement sur les lieux. Et ils font le même constat. Tu te rends compte?
Le chemin qu'il aurait dû faire pour arriver jusque-là, jamais de la vie. Pas possible. Pas possible. Anthony se trouvait à peu près là. Un peu plus loin là-bas. On le voit pas d'ici parce qu'il y a le grillage, mais un peu dans la zone là. Pour les parents d'Anthony, rien ne permet d'expliquer la présence de leur fils, inerte, au beau milieu de l'autoroute. Pourtant, vous allez voir que d'après les images de vidéosurveillance, tout porte à croire que ce soir-là, le jeune homme n'est pas dans son état normal. Pour comprendre comment Anthony aurait pu se retrouver sur l'autoroute, il faut revenir au début de la soirée du 7 mars 2020. Anthony me demande de venir le récupérer à la boutique, sa boutique de vêtements, puisque sa maman devait partir un peu plus tôt. Il était content d'aller dîner avec Stéphane. Le fait qu'il soit parti avec Stéphane, moi j'étais rassurée. Et puis, on a été manger au kebab, et après on a été boire un coup. Des bières, de la vodka Red Bull peut-être, mais pas à grande dose en tout cas. Pourtant, de l'alcool, on va en retrouver dans le sang d'Anthony, et en grande quantité. Il avait un taux d'alcool qui était très élevé. 2,7 grammes. Ce qui est très très élevé pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire. Au taux, on le retrouve. Il faut avoir consommé un alcool fort en quantité, probablement au-delà d'un demi-litre, voire presque 1 litre d'un alcool fort. Moi, quand je dépose devant chez lui, pour moi, il n'a pas 2,8 grammes quand je dépose à la maison. Ça là-dessus, c'est impossible. De toute façon, on le voit à la caméra, on le voit marcher à la caméra. Moi, quand il me parle dans la voiture, on le voit à la caméra qui me fixe en plus. On le voit, il me regarde droit dans les yeux. Il bafouille. Pour moi, non. 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 Stéphane, l'ami, semble minimiser l'état physique dans lequel se trouvait ce soir-là le fils Muroni. Cependant, tout indique qu'Anthony n'était pas dans son état normal. Souvenez-vous, sur la vidéosurveillance, ses faits et gestes semblent incohérents. On le voit se rapprocher des sonnettes mais ne pas sonner, se rapprocher de la porte mais apparemment ne pas toquer à la porte, rester 3 ou 4 minutes devant l'entrée. Il a l'air très légèrement, je sais pas si le mot agité, mais il cherche quelque chose. Il est dans une situation qui est pas non plus totalement sereine. Est-ce qu'il cherche des clés? Il n'a pas les clés pour entrer. Est-ce que c'est ça? Mais s'il n'a pas les clés pour entrer, les habitudes d'Anthony, c'est de sonner et sa mère se lève. Il a l'air sa voiture et il a essayé d'ouvrir sa voiture. Et comme il a vu que sa voiture était fermée, il a fait demi-tour et il est reparti. Alors que manifestement, sa prime intention était de rentrer chez lui. Il y a un changement d'avis qui s'opère, il y a un comportement étrange d'Anthony à ce moment-là. Anthony Muroni semblait pas dans son état normal, il semblait avoir beaucoup bu. Sur les images, on le voit manifestement en état d'ivresse, il titube, il marche pas droit, il est hésitant, d'ailleurs on comprend pas ce qu'il fait, il est devant chez lui, il tourne, il vire, il reste là comme ça, de façon totalement indécise, comme souvent un homme qui a bu. Les gendarmes ont retrouvé Anthony Muroni à 200 mètres de là, sur l'autoroute. Vu sa forte consommation d'alcool, cela paraît impossible qu'il ait fait le trajet dans cet état. Et pourtant, un précédent jette le trouble, c'est ce que nous confie sa petite amie. Un soir, il avait bu, je ne me souviens plus quel type de cocktail, et il voulait me rejoindre. Alors, il est allé à la gare, il s'est retrouvé le lendemain sans son téléphone, sans sa montre, et il ne se souvenait de rien. Vous voyez, c'est peut-être ce qui aurait pu se passer le soir de sa mort. Sorina est depuis 2 ans la compagne d'Anthony Muroni. Elle vit en Italie, à Milan. C'est la première fois qu'elle parle. Selon elle, si son compagnon a bu le soir de sa disparition,
c'est parce qu'il ne supportait plus l'éloignement. En effet, Anthony a appelé Sorina à 4 reprises, alors qu'elle fêtait son anniversaire dans un bar avec ses amis. Alors forcément, une telle insistance, cela a provoqué des tensions. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Anthony Muroni. Dans la deuxième partie, vous allez découvrir que sa famille est convaincue qu'il ne s'agit ni d'un accident, ni d'un suicide, et que des personnes très proches d'Anthony savent sans doute ce qu'il s'est passé. Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du podcast Enquête criminelle. Je suis Jean-Marie Goua et j'ai choisi de vous raconter l'affaire Anthony Muroni, ce futur papa sans histoire, qui est retrouvé grièvement blessé au beau milieu de l'autoroute. Il décédera à l'hôpital quelques heures plus tard. Sa famille ne croit pas à l'accident, encore moins au suicide. Enquête criminelle tente de lever le voile. Avec moi, vous entendrez les voix de Chantal et Fabien Muroni, les parents d'Anthony, Jean-Marie Stanik, son oncle, et Stéphane Bonhomme, son meilleur ami. Vous entendrez également les voix de Sorina Dancy, la fiancée d'Anthony, Thomas Elambran, avocat de la famille, Bernard Marc, médecin légiste, et celle de Michel Levillain et Michel Marie, journaliste. Bonne écoute. C'était juste une dispute. Il y avait déjà eu des tas de disputes par le passé, à tel point qu'on ne se parlait pas pendant plusieurs jours. Et puis quand il revenait à Milan, on se remettait ensemble. Il y avait un lien très fort entre nous. Cependant, malgré ces querelles régulières, Sorina et Anthony semblaient être un couple amoureux et solide. C'était un homme différent de tous les autres. Il était beau, blond, aux yeux bleus, grand, toujours calme, toujours parfait, toujours respectueux. On aurait dit qu'il venait d'une autre époque. Un prince charmant. Oui, j'étais amoureuse, bien évidemment. Nous étions tous les deux jeunes et c'est normal de se disputer. En fait, j'ai un fort caractère. Ça m'arrivait de lui dire « Stop, je ne veux plus te parler ». Et puis après, j'y repensais et c'est moi qui lui courais après. Je trouvais toujours une excuse pour lui écrire ou alors c'était lui qui voulait recoller les morceaux. Ça a toujours été comme ça. Seul ombre au tableau, Anthony Muroni était un homme d'une jalousie maladive et Sorina, sa compagne, en jouait souvent. Je sais que Sorina, elle faisait souvent des choses pour le rendre jaloux, comme poster des photos. Ça, elle le faisait, ça l'énervait. Un maillot de bain avec un string, et ça, mon fils, il supporte pas. Ça, c'est des choses comme ça qui l'énervaient, quoi. Elle était dans la provoque. Je vais. T'as fatto il video? Non. Alors, Anthony, vis-à-vis de moi, était très jaloux. Si je sortais avec mes amis, il me demandait « Où tu vas ?» Ou alors, il est arrivé aussi que je mette une jupe un peu courte ou que je me maquille un peu plus que d'habitude. Même si nous étions ensemble, il me disait « Pourquoi tu fais ça ?» Sorina, elle est gentille, c'est une belle fille, voilà, c'est un ange, mais derrière, je pense qu'il y avait le diable qui se cachait derrière elle. Elle était super, mais elle pouvait être très folle aussi. C'était ses mots à lui, à Anthony. Hein. Alors, ce soir-là, Anthony était-il préoccupé par sa dispute avec sa compagne, au point de vouloir mettre fin à ses jours sur l'autoroute? Son copain affirme qu'il s'était disputé avec sa petite amie qui était en Italie et qui broyait peut-être du noir à cause de cette dispute. Elle était avec des amis en train de dîner et elle dit qu'effectivement ce soir-là, il la harcelait d'appels téléphoniques et qu'elle avait bien compris qu'il avait picolé. Elle avait envie d'avoir la paix, donc elle avait pas coupé son portable, mais elle répondait plus aux appels. Et lui, il s'est fait un film en disant mais pourquoi elle me répond plus? Ça se trouve elle est avec quelqu'un d'autre, je sais pas quoi. Enfin, bon. Que sa jalousie soit fondée ou non, Anthony, le soir de sa disparition, semble prêt à toutes les folies pour retrouver son amoureuse. Il m'a demandé 2 ou 3 fois dans la soirée pour que je l'accompagne à Milan ce soir-là. Mais ça faisait 1 semaine ou 2 semaines que Milan était complètement confiné. Je me souviens qu'il pleurait. À sa voix, on comprenait qu'il était triste ce soir-là.
Et à chaque fois, il me disait « Je vais venir te voir à Milan ». Je répondais « Anthony, tu ne peux pas venir à Milan, tu es en France ». Signe que ce soir-là, Anthony cherchait à prendre la route avec sa voiture pour retrouver sa compagne à Milan, avec laquelle il s'est disputé. Ces images de vidéosurveillance qui semblent nous en apprendre un peu plus sur les intentions du disparu. La vidéosurveillance montre également que Anthony Muroni cherche les clés de sa voiture. On a l'impression qu'il veut repartir quelque part. Et donc il cherche les clés de sa voiture, il ne les trouve pas. Et là, on peut se poser la question de savoir s'il serait pas descendu sur l'autoroute pour faire du stop. Anthony Muroni a-t-il été ce soir-là sur l'autoroute, à pied, pour faire du stop? C'est possible, mais pas prouvé par l'enquête. Le jeune homme était-il dépressif? Sa compagne nous confirme pour la première fois qu'Anthony Muroni n'allait pas bien le soir de sa disparition. Un an plus tôt, je suis tombée enceinte. Je n'ai pas mené cette grossesse à son terme parce que je sentais que j'étais trop jeune, que je devais d'abord penser à mon avenir. Le soir de sa mort, il en a reparlé et il m'a dit, en parlant de cet enfant, de ce fœtus, qu'il était un peu triste à cause de cela. Jaloux de sa compagne, triste de ne pas être papa et de surcroît alcoolisé. Est-ce ce terrible cocktail qui a poussé Anthony Muroni à se donner la mort? L'hypothèse fait froid dans le dos, mais elle est rejetée en bloc par son entourage. Non, pas du tout dépressif ni suicidaire. Hein. Et justement, il avait toute sa vie devant lui, là. Il est en train de s'ouvrir au monde. Hein. Il était dans l'ambition. Il était arrivé à ce croisement des choses qu'il a voulu atteindre. À aucun moment j'ai senti Anthony déprimé. Il n'était pas déprimé. Un passionné. Un vrai passionné. C'est-à-dire que lui, il quittait son magasin le soir quand tout était parfait. On voit bien quand il passe l'aspirateur lui-même. C'était son magasin, c'était son bébé, son bijou. C'était un bosseur. Plus que papa et maman. Ah ouais. Anthony, c'était un grand travailleur. Il l'aimait parce qu'il aimait ce qu'il faisait. Et il y a plus troublant encore, le suicide ne semble pas confirmé par certains éléments du dossier. Anthony ne serait peut-être jamais passé par le fameux chemin d'accès à l'autoroute. Quand on retrouve le corps, il a rien sur les chaussures. Ses chaussures sont intactes en fait. Et donc s'il avait fait le chemin à pied de sa maison à la portion d'autoroute où on l'a retrouvé, ses chaussures auraient été tachées. Il y avait quand même de la boue. Il y avait quand même beaucoup de boue parce qu'il avait plu. Les chaussures, elles étaient impeccables. S'il avait voulu escalader le grillage, il y aurait eu des lamelles de cachemire. C'est obligé. C'est impossible qu'un manteau aussi fin, avec un cachemire aussi fin, qui soit pas déchiré. On n'a pas retrouvé. Et puis, si Anthony Muroni avait voulu se suicider, il semble étrange qu'il ait fait tout un détour, alors qu'il existe une rampe d'accès direct face à la rue par laquelle il est arrivé. De plus, 6 mois après la mort d'Anthony, à la demande de la famille, une autopsie va être réalisée. Et là, on va découvrir qu'une information capitale a échappé au premier examen du corps. On a une lésion qui est une lésion crânienne avec un hématome. Et au niveau du crâne, pas de fracture. La boîte crânienne n'a pas été franchie. Ça n'est pas en lien avec un accident provoqué par le véhicule. Parce que le véhicule a roulé sur le corps, et s'il avait roulé sur la tête, forcément ça aurait provoqué l'explosion de la boîte crânienne. Alors 2 hypothèses sont là pour ce trauma crânien. La première, c'est que l'alcoolisation étant forte, la personne va s'effondrer. Il tombe de sa hauteur et il y a un traumatisme important. Maintenant, que ce jeune homme soit descendu ivre-mort sur l'autoroute et qu'il soit tombé en plein milieu de l'autoroute me paraît assez improbable. Deuxième hypothèse, il reçoit un coup donné par on ne sait qui, et le corps va être laissé sur l'autoroute.
déposer un corps sur l'autoroute, c'est pas une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée judiciairement parlant. Mais pour échapper à sa responsabilité pénale, c'est pas une si mauvaise idée. Est-ce qu'il a été tapé? Est-ce qu'on lui a donné un coup? On sait pas. Anthony, il a été tué. C'est possible. C'est possible. Et puis là, le corps est là, on ne sait pas quoi en faire. Il y a 150 mètres à descendre, on le bascule sur l'autoroute. C'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est plus un suicide, là, c'est un crime. Alors, et si la piste criminelle était la bonne? Qui aurait pu s'en prendre à Anthony? Et pourquoi? Pour tenter de le comprendre, il faut revenir aux images de vidéosurveillance. Souvenez-vous, Anthony est devant chez lui, puis il rebrousse chemin et se dirige vers la route. La caméra le perd de vue, mais il y en a une autre, un peu plus loin, à l'angle de cet entrepôt. Donc ici, on voit Anthony, on le voit passer ici. Nous n'avons pas ces images, mais les parents d'Anthony les ont visionnées. On le voit bien aller jusque-là. C'est à ce niveau-là qu'il a commencé à courir. Et là, à partir du tournant, il a commencé à courir. On ne sait pas pourquoi. Anthony a commencé à courir à partir de là. Ensuite, on le verra repartir en direction de centre-ville, en fait. Cette direction est confirmée par un message d'Anthony reçu à 1h52 par Sorina, sa petite amie. Le jeune homme se trouverait alors près d'un hôtel situé à moins de 500 mètres de son domicile. Il m'a probablement envoyé sa position à cet endroit pour que je comprenne qu'il était en danger. Une manière de me dire, si jamais on me recherche le lendemain, tu sais par où je suis passé. Est-ce qu'il essaye de s'échapper d'une situation? Est-ce qu'il essaye de semer quelqu'un? En tout cas, sur les images de vidéosurveillance, on ne voit personne qui le poursuit derrière. Pour l'entourage d'Anthony, il n'y a qu'une seule explication. Cette nuit-là, l'attitude du jeune homme laisse penser qu'il allait rejoindre une personne qu'il connaissait. Je connais mon neveu, c'est quelqu'un de très craintif. C'est pas quelqu'un de très courageux. Il se serait jamais aventuré tout seul sans savoir que quelque part, il y avait quelqu'un qui l'attendait. Anthony aurait-il pu être attiré dans un piège? Son ami Stéphane est catégorique. Anthony, il avait rendez-vous avec personne ce soir-là. Après, elle a rendez-vous avec quelqu'un, il me le dit, Anthony. Et là, à 1h30 du matin, il m'aurait dit, Steph, suis-moi. Il m'aurait pas dit, dépose-moi à la maison, et non, impossible. Ça, moi, j'y crois pas. Hein. Justement, en observant la vidéosurveillance, Sorina, la petite amie, a repéré un étrange manège qui lui fait penser que Stéphane, l'ami d'Anthony Muroni, ne dirait pas toute la vérité. Sur la vidéo, beaucoup de choses ne tournent pas rond. Pourquoi? Parce qu'Anthony descend de la voiture. Il se dirige vers la maison. Il se souvient qu'il a oublié son manteau, il retourne en courant vers la voiture de son ami. Il remonte dans la voiture et il reste de longues minutes dans la voiture. Mais avant de descendre, il dit encore quelque chose à Stéphane. Alors, moi j'imagine qu'il se donne rendez-vous. Stéphane mentirait-il? Pour la fiancée d'Anthony, il y a plusieurs autres éléments qui paraissent louches au sujet de l'ami de son compagnon. Pendant les 2 ans qu'a duré notre relation, je n'ai jamais entendu parler de cet ami. Et ça m'a étonnée. Alertée même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Anthony, je le voyais beaucoup quand il n'était pas à Milan, et quand il était à la maison, tout simplement, on se voyait quasiment tous les jours. C'était comme mon frère, c'était pareil. Hein. On était vraiment liés d'amitié tous les deux. Et alors, si tu es mon meilleur ami, ça veut dire que j'ai confiance en toi. Donc toi, vu que je te fais confiance, tu dois t'en montrer digne et attendre que je rentre. Et si c'est nécessaire, je t'accompagne même jusque dans ton lit. Pourtant, on me voit sur les caméras l'attendre. Qu'il aille jusque sur les escaliers de devant. Quand il est sur les escaliers, que je le vois qu'il met la main en poche, je me dis, il va ouvrir la porte pour rentrer. Non, en fait, il attend que je parte et pour qu'il reparte de son côté.
Cette personne rejette la faute sur moi pour écarter les soupçons qui pèsent sur lui, pour se faire oublier. Stéphane se sent injustement accusé, d'autant que Sorina n'est pas la seule à insinuer qu'il serait pour quelque chose dans cette histoire. Stéphane est venu immédiatement vers moi. Il m'a paru très mal à l'aise, il était perturbé, il parlait vite, il était très nerveux. Peut-être qu'il sait des choses. J'ai revu Stéphane. Son comportement, je le trouve fuyant par rapport à moi. Il est méfiant par rapport à moi, je ne sais pas pourquoi. Ses doutes, Chantal va jusqu'à les exprimer en direct à la télévision dans le cadre de l'émission Appel à témoins sur M6. Entre les 3 amis qui étaient avec lui le soir-là, il y en a un qui sait quelque chose. La personne qui pour l'instant est complètement mise hors de cause nous a parlé quand même. Il faut quand même être honnête. Il nous a parlé. C'est pas du tout caché. Ça, je ne veux pas qu'on dise ça. Non, je l'incrimine pas du tout. Hein. Vous voulez que toutes les pistes soient étudiées. Chantal Muroni cherche un coupable à tout prix. Cette femme souffre. Elle souffre d'avoir perdu son fils. Or, pour mettre quelqu'un en garde à vue, il faut quand même avoir des indices graves et concordants à lui soumettre. Ils ont déposé plainte contre moi au début. J'ai eu des menaces de mort. À 2h du matin, je recevais des cercueils en photo sur WhatsApp avec des gens morts dedans. C'est un peu glauque comme situation. Ces reproches de toutes parts, Stéphane les aurait très mal vécus. Aujourd'hui, je suis sous antidépresseur. Parce que je suis pas bien. Je suis pas bien. Je déprime. Depuis qu'Anthony il est pas là, je déprime. Je suis pas bien. J'avais besoin qu'il soit là avec moi. Comme lui, il avait besoin de moi, j'avais besoin de lui. Stéphane, il a un alibi, j'ai envie de vous dire, en béton. Il a accompagné Anthony jusqu'à son domicile, et ça on l'a par la vidéosurveillance. Et ensuite, il a continué sa soirée en allant rejoindre des amis chez qui il a terminé la soirée. Il n'en a plus bougé, et tous ses amis en attestent. Alors, si Stéphane est étranger à tout ce qui se passe, Anthony pourrait-il avoir eu rendez-vous avec quelqu'un d'autre? Et cela sans que ni sa famille, ni son meilleur ami ne soient au courant. Vous allez voir que c'est entièrement possible. En fait, Anthony était un garçon très secret. En interrogeant ses proches, nous nous sommes rendus compte qu'il aurait très bien pu dissimuler des choses. Sorina a découvert à ses dépens des cachotteries d'Anthony après sa mort. La dernière fois qu'il est venu à Milan, je n'étais pas avec lui. Il était avec une autre femme. J'ai découvert qu'il y avait une autre femme après sa mort. Je surveillais les gens qui publiaient des photos de lui, qui l'identifiaient sur les réseaux sociaux. Et parmi elles, une femme qui un jour poste une photo où elle pose avec un oreiller. Et j'ai reconnu le lit. Parce que c'est moi qui dormais dans ce lit. Et là, je me suis dit, oh, il y a quelque chose qui cloche. Anthony avait donc son jardin secret. D'ailleurs, sur les images de vidéosurveillance, on le voit continuer à échanger des messages, mais ce n'est pas avec sa fiancée Sorina. Et apparemment, ce soir-là, il avait sur lui beaucoup d'argent. Le soir-là, il avait 1000 € dans la poche. C'était 5 billets de 200 €. On n'a jamais retrouvé. 1000 €, qu'en a-t-il fait? Les a-t-il utilisés pour une négociation, une transaction? Tony était quelqu'un qui, à ma connaissance, n'a pas du tout eu de relation avec des réseaux ou des gens un peu malfaisants. J'ai effleuré un jour la conversation avec lui. Il a coupé court et il m'a fait d'une façon assez insistante pour que comprendre qu'il n'y avait rien. Cela a beau étonner ses proches, mais il n'empêche. Un rendez-vous nocturne expliquerait le mystérieux périple d'Anthony ce soir-là. Souvenez-vous, à 1h46, Anthony Muroni repart précipitamment de son domicile. À 1h52, il est géolocalisé à 500 mètres de là, près d'un hôtel. Et à 2h26, soit une demi-heure plus tard, il est renversé sur l'autoroute.
C'est étrange, car pour faire ce trajet, il faut une dizaine de minutes. Il y a 150 mètres entre son domicile et l'autoroute. Il faut, en gros, escalader, descendre, passer par-dessus le parapet, et entre 7 et 10 minutes, en allant tout doucement. Bon, admettons qu'il soit bien imbibé, allez, même on lui met un quart d'heure. Qu'est-ce qu'il fait du reste du temps ? C'est un témoignage, arrivé 4 mois après les faits, qui semble apporter la réponse. Un passant affirme avoir croisé Anthony Muroni à 2h02 devant un snack de la ville voisine. Ce témoin a vu Anthony ici. Voilà. Exactement ici. On ne sait pas ce qu'il faisait. Il a vu tout seul, il était là en train de marcher, il attendait quelqu'un. D'après lui, il attendait quelqu'un. Le problème, c'est que ce témoignage arrive trop tardivement. Impossible de le confirmer. Dans le temps, il y avait des caméras ici. Maintenant, c'est fermé. Ils les ont enlevées, mais il y avait des caméras à l'extérieur qui n'ont pas été exploitées. S'agissait-il bien d'Anthony Muroni? Attendait-il vraiment quelqu'un? Toujours est-il que si on en croit ce signalement, un scénario se dessine. Les choses auraient mal tourné entre Anthony et le mystérieux inconnu avec qui il avait rendez-vous. Et là, cet homme, peut-être a-t-il eu un différend avec lui dans la voiture, peut-être se sont-ils arrêtés pour une X raison, ça peut être l'argent, ça peut être tout ce qu'on veut. En tout cas, ça n'a pas fonctionné, ils se sont embrouillés, il y a une bagarre, il a pris un coup, le fameux coup derrière la tête. Reste alors pour l'agresseur d'Anthony à se débarrasser du jeune homme sur l'autoroute. Et pour cela, faute de pouvoir emprunter les accès de secours barrés par des grilles, il faut faire un détour d'une quinzaine de minutes. Voilà pourquoi Anthony aurait été retrouvé à 500 mètres de chez lui, près de 40 minutes plus tard. Mais avec cette hypothèse du rendez-vous qui tourne mal, il y a un problème. Il est impossible aujourd'hui d'identifier l'éventuel interlocuteur et agresseur d'Anthony, car à l'hôpital, lors de sa prise en charge, les secours ont commis une terrible erreur. Ils me rendent que la montre. Et les vêtements. L'infirmière me dit, les vêtements, on les a jetés. Les pompiers l'ont jetés, parce qu'ils étaient souillés. Je dis, mais les vêtements, moi je les veux, souillés ou pas. Ah, mais on les trouve plus. Sur ces vêtements, ces objets, les traces ADN, les éléments ADN peuvent être utiles. Bien évidemment, si on imagine que le corps a été posé, il a fallu le prendre au niveau des bras, au niveau des jambes. Tous ces éléments-là sont perdus. Et il n'y a pas non plus d'indice dans le téléphone portable d'Anthony. Malgré le drame, l'appareil est resté miraculeusement intact. Mais de façon totalement incompréhensible, il n'a pas été analysé par les gendarmes avant d'être restitué à la famille. Mon frère Jean-Marie, il me dit, mais Chantal, c'est pas possible, vous pouvez pas avoir le téléphone à Anthony. Ils n'ont pas fait d'investigation sur ce téléphone. C'est quelque chose qui paraît invraisemblable. C'est une éventuelle pièce à conviction qui est très parlante, puisque ça exprime un peu les derniers faits et gestes d'Anthony, peut-être les derniers appels, peut-être une géolocalisation, peut-être un tas d'informations qui pourraient être précieuses. Malheureusement pour ce pauvre garçon, les chances de voir aboutir une explication aux circonstances, aux conditions de sa mort, semblent s'éloigner de plus en plus. Rien n'a été fait, tout a été bâclé. Alors aujourd'hui, la famille espère plus que jamais qu'un témoin providentiel se manifeste. Quelqu'un sait quelque chose. Seulement, vu qu'il n'a rien dit jusque-là, après 4 ans, c'est sans doute plus compliqué et plus difficile parce que tout le monde va lui tomber dessus. D'un autre côté, faut se mettre à la place d'une mère qui a beaucoup souffert et continue de souffrir parce qu'elle a perdu le seul fils qu'elle avait et à qui elle a donné tout ce qu'elle avait. S'il y a des gens qui ont des éléments, qui ont des indices ou des preuves au sujet du décès d'Anthony, veuillez contacter l'émission, s'il vous plaît. On n'a pas seulement la douleur, on a la rage. On a la rage de pas savoir. Et dans notre combat,
Maintenant, on a décidé avec Chantal de donner une récompense pour celui qui fournira des indices vrais. Pas des indices qu'on peut pas vérifier, des indices vrais. Il y a des gens qui savent. Bien sûr qu'il y a des gens qui savent. Et le temps presse, car l'affaire pourrait bientôt se solder par un non-lieu. Si moi je sombre, Chantal elle sombre, là c'est terminé. J'essaie d'être là. J'essaie de vivre, de survivre. Pour elle. Pour moi, pour elle. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à l'affaire Anthony Muroni, décédé dans d'étranges circonstances sur l'autoroute A4. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, RTL.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Alexandre Dubrinfo, 29 ans, retrouvé mort carbonisé dans une voiture incendiée non loin de Valenciennes, le 7 décembre 2016. Connu pour être un coureur de jupons, l'homme aurait-il été victime d'un mari jaloux? La piste semble plausible, d'autant qu'un témoignage va bientôt orienter les enquêteurs vers l'un des membres de la propre famille de la victime. Avec moi, vous entendrez les voix d'Ophélie Mercier, la compagne d'Alexandre Dubrinfo, Daniel et Simon, ses demi-frères, celles des avocats Blandine Lejeune, Grégory Frère et Abdelkrim Babouri, et des journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. Denain, près de Valenciennes, le 6 décembre 2016. Comme tous les jours, Alexandre Dubrinfo, 29 ans, rentre à son domicile pour déjeuner avec Ophélie, sa compagne, et leurs 4 enfants, âgés de 2 à 10 ans. C'est comme d'habitude. On discute un peu, on parle de tout et de rien. Après manger, il m'a dit à tout à l'heure. J'ai pris la voiture et est parti. Vers 15 heures, Alexandre se rend chez David, son frère aîné. Le père de famille est censé revenir chez lui en fin d'après-midi. Seulement voilà. À 17h30, j'essaye de l'appeler, répondeur. Donc, j'appelle son frère, David. Je lui ai demandé si Alex était encore chez lui. Il dit il y a eu un appel et il est parti. Donc là, je me suis dit, il est en soirée avec ses copains, il va rentrer demain et voilà, quoi. Il me dit, ah oui, il est passé. Comme Alexandre est un fêtard invétéré, Ophélie part se coucher sans se poser de questions. Mais à son réveil, son compagnon n'a toujours pas refait surface. Ça commence à m'inquiéter parce que bon, d'habitude, il revient le matin ou dans la nuit, il est rentré, mais là, toujours pas. Donc je me dis, c'est bizarre. Il se passe quelque chose. Vers 10h, il y a Julie qui m'a appelé. Julie, c'est la femme de David, le frère d'Alexandre, chez qui le père de famille s'est rendu avant de disparaître des radars. Elle m'a dit, il est pas rentré. Je lui ai dit, non, il est pas rentré. Bah, elle me dit, prépare-toi, on va aller chercher après lui. Elle dit, j'arrive, je vais te prendre, on va tourner, on va aller voir partout où il va. Manifestement, Julie prend la disparition d'Alexandre très au sérieux. Et il y a une raison à cela. Alexandre couchait avec Julie, il entretenait une liaison avec la femme de son frère. Et c'est cette trahison qui lui a coûté la vie. Cette enquête criminelle, c'est l'histoire d'une infidélité qui a brisé une famille unie. Avec d'un côté les mensonges d'un homme qui avait tout pour être heureux. Il y avait sa maison, il y avait ses enfants, il y avait sa femme, donc il n'y avait pas besoin de plus. C'est pas ce qui lui manquait. Et de l'autre, l'effroyable vengeance d'un mari bafoué
qui va aller jusqu'à tuer son propre frère. C'est pas un frère, ça. Un frère, il peut pas faire ça. Tu ne convoiteras pas la femme de ton frère. Voici l'histoire d'Alexandre du Brinfaux. Nous sommes le 7 décembre 2016. Alexandre du Brinfaux n'a pas donné signe de vie depuis maintenant 24 heures. Et c'est à 2 pas de la frontière belge que le mystère entourant sa disparition va prendre fin. Le 7 décembre, donc les policiers effectuent un contrôle de police en fait près de l'autoroute A2 et un automobiliste les avertit de la présence d'un véhicule en feu dans un champ à proximité de là. Donc de suite les pompiers interviennent, maîtrisent l'incendie sur le véhicule. Et à un moment, ils ouvrent le coffre de la voiture et ils découvrent un cadavre calciné. Un cadavre aussi difficilement identifiable que le véhicule dans lequel il a été retrouvé. On a retiré les plaques d'immatriculation afin que l'on ne puisse pas savoir qui est propriétaire de ce véhicule. Mais ce que les malfaiteurs ont oublié de retirer, c'est le numéro de série. Et ce numéro de série va permettre de remonter au propriétaire du véhicule, qui n'est autre qu'Ophélie Mercier. C'est donc le véhicule d'Ophélie qui a pris feu dans cette forêt et le cadavre qui se trouve dans le coffre, il y a fort à parier que c'est celui d'Alexandre. Pour le vérifier, les enquêteurs n'ont qu'à interroger Ophélie. Elle se trouve justement au commissariat pour signaler la disparition d'Alexandre. Au début, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas lui. J'ai peut-être, parce qu'il était bagarreur aussi, il savait se défendre. Donc je me suis dit, peut-être, je sais pas ce qu'il a fait, mais il y a eu une histoire et c'est pas lui qui est dans le coffre. C'est pas possible. Ophélie refuse de se rendre à l'évidence jusqu'à ce qu'elle soit confrontée à un détail qui ne trompe pas. Ils m'ont posé des questions. On m'a demandé c'était quoi ces tatouages qu'il avait. Je leur ai répondu. Le tatouage d'Inès dans le cou. Inès, c'est le prénom de la fille aînée d'Alexandre. Et il s'avère que le corps dans la voiture est entièrement calciné, mais que, miraculeusement, sur un bout de la base du cou, il reste un morceau de peau qui n'est pas calciné entièrement, sur lequel apparaissent les initiales NES avec un trait en dessous. NES, les 3 dernières lettres du prénom de la fille de la victime. Pour les enquêteurs, le doute n'est plus possible, il s'agit bien du corps d'Alexandre du Brinfaux. Je leur ai dit au bout d'un moment, c'est pour les questions que je veux savoir, c'est pourquoi vous me posez tout ça. Et ils m'ont dit, c'est votre mari qui était dans la voiture. Il y a tout qui s'effondre, c'est 12 ans de passé qui partent d'un coup. L'annonce du meurtre d'Alexandre provoque un véritable cataclysme. Pour Ophélie, mais aussi pour les frères d'Alexandre. La mort d'Alex, je l'ai appris par Ophélie. Je me suis effronté. J'aurais jamais cru ça. Ça a chamboulé ma vie, quoi. C'était pas possible. C'est pas possible. Je pensais aux enfants, comment ils allaient faire pour grandir. Moi, je vais réussir à me débrouiller, même si ça fait mal. On se pose plein de questions. De savoir ce qui s'était passé. Est-ce qu'il était décédé au moment où la voiture a pris feu? Ou est-ce qu'il respirait encore mais qu'il n'a pas pu se débattre, il n'a pas pu sortir de la voiture? L'autopsie d'Alexandre du Brinfaux permettra d'établir qu'il était déjà mort lorsque son corps a été brûlé. Une bien maigre consolation. Car tout porte à croire que l'homme a tout de même été victime d'un crime particulièrement sanglant.
Il a reçu 3 coups de couteau au niveau du cou, au niveau du haut du corps, en tout cas, hein, la poitrine, le cou, et il a eu la carotide sectionnée. Alors, qui pouvait en vouloir à ce point à Alexandre? Vous allez voir que très vite, c'est au sein de sa propre famille que les investigations vont se concentrer. Cette vidéo d'Alexandre a été tournée quelques mois avant son meurtre. Sur ces images, on voit le père de famille qui s'amuse sous le regard tendre de sa compagne. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Ophélie n'avait que 13 ans. Et avec Alexandre, tout est allé très vite. Ça faisait 9 mois que j'étais avec et je suis tombée enceinte. Au début, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On est jeunes, quoi. J'étais encore en 3e. Je passais seulement mon brevet. Je dis, comment on va faire? Il dit, c'est rien. Il dit, je vais travailler, on va assumer et voilà. C'était un papa poule. Un papa qui aimait ses enfants plus que tout. Il adorait sa femme. Il adorait ses enfants. Ses enfants, c'était primordial. De l'avis de tous, Alexandre est un père de famille qui mène une vie tout ce qu'il y a de plus normal. Chez lui, la seule chose qui sort un peu de l'ordinaire, c'est le fait qu'il soit né dans une famille nombreuse. Très nombreuse. Le contexte familial est un peu particulier parce que le père d'Alexandre, Roger, a eu plusieurs femmes en même temps, avec qui il a eu de nombreux enfants. Donc, il y a beaucoup de demi-frères et de demi-sœurs. Alexandre a 15 frères du côté de son père et 8 du côté de sa mère. Bon, donc ça vous plante un peu le décor. C'est vraiment une famille, j'ai envie de vous dire, une famille à tiroir. Il en sort de partout. Simon, l'un des demi-frères d'Alexandre, nous raconte une anecdote qui résume parfaitement la réalité de cette famille XXL. Moi, j'ai appris l'existence de mes frères et sœurs très tard. J'étais au collège. On s'est retrouvés au collège, quoi, dans le même collège. Mais chez les Dubrinfo, même si on a appris à se connaître sur le tard, et il faut bien le reconnaître, un peu par hasard, tout le monde s'entend à merveille. C'était fun de rencontrer des frères, c'est plus qu'un ami, quoi. Donc c'est un frère, c'est un lien de sang. Donc c'est super, quoi. Surtout qu'il n'y en avait pas un, il y en avait plusieurs dans le même collège. Donc super. C'était un petit groupe, quoi. On s'amusait bien, quoi. Bon, entre frères et sœurs, oui, il y a une bonne entente. On se voyait souvent le week-end. Et ma jeunesse, j'allais souvent chez Alex. Je faisais souvent des soirées. C'était des super soirées, faire la fête, tout ça. Il y avait sa femme, ses enfants. C'était extraordinaire. C'est mes plus beaux souvenirs, on va dire. Et ces derniers temps, le frère dont Alexandre est le plus proche, c'est David Lautour. David et Alexandre ont le même père et la même mère, même s'ils ne portent pas le même nom, puisqu'ils ne vont pas être élevés ensemble. Alexandre va être élevé par son père et sa belle-mère, et David va être élevé par sa mère. Ils se sont rapprochés à l'âge adulte et sont devenus très très proches. On les appelait même les frères siamois d'après leurs proches. Donc ils passaient énormément de temps ensemble, partageaient la même activité et la même passion pour les voitures et se retrouvaient régulièrement en fait chez David pour bricoler. C'est d'ailleurs ce que les deux frères ont fait. Juste avant la disparition d'Alexandre, David Lautour est donc le dernier à avoir vu son frère vivant. Alors forcément, les policiers ont pas mal de questions à lui poser. Et l'homme ne va pas se faire prier pour faire des révélations fracassantes. Les enquêteurs le savent. Pour résoudre une affaire de meurtre, il faut très vite interroger les proches de la victime, car ils détiennent souvent de précieuses informations.
Justement, lors de l'audition de David Lautour, les policiers découvrent une piste intéressante, celle de la vengeance amoureuse. David, lorsqu'il est entendu par les policiers de façon assez naturelle, sans avoir l'air de le dire tout en le disant, explique en gros aux policiers que son frère n'est pas forcément d'une fidélité à toute épreuve et qui mènerait peut-être une double vie. Alex avait l'habitude de sortir, de rentrer tard, pas tous les jours, mais d'être un peu volage, quoi. C'était un petit coureur de jupons qui aime bien les femmes. Il plaisait. Ça, j'avoue. Les enquêteurs se demandent alors si les liaisons d'Alexandre Dubrinfo auraient abouti en fait à une vengeance amoureuse, donc un mari jaloux. Est-ce que ça aurait pu pousser justement à commettre ce meurtre? C'est une mort ultra-violente, c'est des coups de couteau, c'est une carbonisation du véhicule, donc ça peut être l'effet de la jalousie. Comme pour corroborer cette hypothèse, David va alors soutenir que son frère Alexandre avait un rendez-vous le soir de sa disparition. Il va expliquer qu'il a passé l'après-midi avec lui, qu'ils ont fait de la mécanique et qu'à un moment, Alexandre a reçu un coup de téléphone et qu'il est parti. Il sait pas où il est parti, il sait pas qui l'a appelé, il a pas posé de questions et voilà. À ce moment-là, les enquêteurs n'ont aucune raison de douter de la version de David. D'autant plus que dans la famille Dubrinfo, tout le monde est unanime. On peut aveuglément faire confiance à ce bon père de famille de 32 ans qui n'aime pas faire d'histoire. David était calme, très calme. Vous pouvez lui dire que c'était un petit nounours, quoi. Il était assez sympa, il aimait pas les problèmes. Bah oui. C'était tranquille, quoi. On peut dire que David, c'est un petit peu l'inverse d'Alexandre. Autant Alexandre est extrêmement démonstratif, autant David est quelqu'un de plus réservé, il est moins baraque que son frère, il est décrit comme un nounours qui ferait pas de mal à une mouche. Mais il faut se méfier de l'eau qui dort. Alors les policiers scrutent la moindre réaction de David. Et à la fin de son audition, le frère d'Alexandre, d'ordinaire si sensible, va commettre son premier faux pas. Quand les policiers lui apprennent officiellement que le corps retrouvé est celui d'Alexandre Dubrinfo, Monsieur David Lautour indique qu'il veut mettre fin à l'audition. Il n'est pas mentionné qu'il pleure ou autre, il est juste indiqué, Monsieur David Lautour indique qu'il veut mettre fin à l'audition parce qu'il a des problèmes cardiaques. David semble peu affecté, et ce n'est pas tout. Les enquêteurs sont aussi intrigués par sa blessure à la main. David explique qu'il s'est blessé à la main en bricolant en fait sur une voiture juste après le départ d'Alexandre et donc il a appelé sa mère vers 17h30, 17h40 pour qu'elle vienne l'aider à nettoyer le sang en fait qu'il y a sur le sol et qui proviendrait de sa blessure. Selon les déclarations de Monsieur David Lautour, il va par la suite aux urgences. Cette blessure au moment où son frère disparaît est une bien troublante coïncidence. Serait-il possible que David soit impliqué dans le meurtre de son frère? Une chose est certaine, en mettant la police sur la piste de la vengeance amoureuse, l'homme était sincère. Il a juste oublié de préciser que le mari jaloux, c'est lui. Au commissariat de Valenciennes, les policiers continuent d'auditionner tous les proches d'Alexandre Dubrinfo. Rien qu'entre ses frères et sœurs, cela représente tout de même plus de 20 personnes. Et nombre d'entre elles vont tout de suite évoquer une rumeur qui circule dans la famille. Beaucoup parlent d'une liaison en fait qui existait depuis plusieurs mois entre Julie, la femme de David, et Alexandre Dubrinfo. Moi, je savais un peu la relation extra-conjugale qu'il y avait entre Julie et Alex. C'était pas d'aujourd'hui. C'était son plan cul, quoi. Sa sex-friend, comme on dit maintenant.
Il se voit en cachette, il va la chercher à son travail, il se voit dans la voiture. Et il passe du temps sur le parking, loin des regards. Dans la famille Dubrinfo, presque tout le monde était au courant de cette liaison. Sauf bien sûr, les premiers intéressés. Alexandre vivant, jamais Ophélie n'a imaginé que son compagnon puisse avoir une maîtresse. Et ouais, il aimait bien plaire et il était bien fait, il aimait bien prendre soin de lui en plus, il faisait de la muscu, il faisait du sport, mais je pensais pas du tout qu'il y avait quelqu'un d'autre. De son côté, David se montrait bien plus suspicieux vis-à-vis de Julie, son épouse. Il sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe parce que un homme voit que son épouse peut-être change d'attitude, s'apprête différemment, se maquille différemment. Et donc il commence à suspecter, à interroger son épouse, parfois même à la harceler de questions. Il a de plus en plus de doutes. Et il va même finir par avoir des doutes sur son frère, sur Alexandre. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter à 15 jours avant la disparition. Nous sommes le 24 novembre 2016, au domicile d'Ophélie et Alexandre. Et ce soir-là, toute la famille Dubrinfo est au grand complet. David est présent, ainsi que sa compagne. La soirée se déroule à peu près normalement, mais à plusieurs reprises, David aperçoit sa femme et son frère Alexandre en train de danser lascivement, en fait, au cours de la soirée. Et comme il a déjà des doutes sur un éventuel adultère, il se dit c'est quand même pas mon frère, quoi. Et puis il les avait questionnés, est-ce que tu couches avec ma femme? Et à sa femme, est-ce que tu couches avec mon frère? Il a même pleuré, il a interrogé tout le monde, il était en souffrance et tout le monde l'a rassuré en disant non, tu te trompes, tu te fais des histoires, tu te fais c'est pas possible. David était bizarre. Il se mettait dans un coin, il pleurait, il devenait fou, il disait que Julie elle le trompait. Moi je me suis dit c'est leurs histoires de couple, donc je vais pas me mêler, quoi, c'est pas mes problèmes. Puis je dis après peut-être que c'est lui qui se met ça, qui se fait des films, en fait il s'est mis ça dans la tête et ça veut pas sortir. Ophélie a au moins vu juste sur un point. David est complètement obsédé par la trahison de sa femme. À partir de cette soirée, David est sûr et certain, il se passe quelque chose entre sa femme et son frère Alexandre. Il rumine beaucoup, ça l'obsède complètement. David est tellement tourmenté que même son frère Alexandre se méfie de lui. À tel point qu'il va faire une étrange confidence à un autre de ses demi-frères. La scène se déroule le week-end avant le meurtre d'Alexandre. Alex a commencé à me parler, dire qu'il en avait marre. Et il s'est mis à pleurer. J'avais jamais vu mon frère pleurer. Là, il m'a annoncé que il fallait qu'il arrête. Donc je lui demande, arrêtez quoi? Il me dit, il faut que j'arrête tout ça parce que ça va finir mal. Alexandre parlait-il de sa relation avec Julie, la femme de son frère? Se sentait-il menacé? C'est en tout cas ce qu'il aurait sous-entendu à d'autres membres de sa famille. Alexandre aurait à plusieurs reprises évoqué la jalousie de David Lotour à son encontre et qu'il aurait dit « David ne sera tranquille que lorsque je serai mort ». Alors ça fait effectivement de David un suspect potentiel parce que s'il est convaincu qu'Alexandre couche avec sa femme, ça donne un mobile. Le problème, c'est que pour déclencher une garde à vue, il faut autre chose que des rumeurs d'adultère ou même si c'est avéré, on peut penser qu'il est coupable, on peut même sérieusement penser qu'il est coupable. En revanche, on n'a pas d'éléments, comme on dit, à lui servir pour le faire craquer. Il manque une chose fondamentale pour les enquêteurs qui est une preuve matérielle. Et des preuves, pour l'instant, les enquêteurs n'en ont pas. En revanche, dans sa famille, David fait déjà office de suspect numéro 1. Et bien mal va lui prendre de se faire très discret,
car cela sonne comme un aveu de culpabilité. David s'est écarté. Quand on l'appelait, il répondait pas. Ça devenait un peu louche. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on en est venu à douter un peu de sa franchise. Il s'est rendu coupable de lui-même en s'éloignant. Moi, j'étais persuadé que c'était lui. C'est le premier truc que j'ai dit. À tout le monde, j'ai dit David, il est dedans. Il est pas pour rien. J'étais sûr que c'était lui qui l'avait tué. Les avis étaient partagés. D'autres disaient que ça pouvait être lui, d'autres non. Je pouvais pas dire que c'était David, non, c'était pas possible. C'est dans ce climat de suspicion que va intervenir un nouveau rebondissement qui va un peu plus attirer tous les regards vers David Lautour. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Alexandre Dubrinfo. Dans la deuxième partie, vous découvrirez comment et pourquoi, malgré ses dénégations, le suspect numéro 1 de l'affaire avait en réalité un mobile plutôt convaincant. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la deuxième partie de cet épisode, consacré à l'histoire d'Alexandre Dubrinfo, vous allez comprendre comment et pourquoi, malgré ses dénégations, le principal suspect avait en réalité un mobile plutôt convaincant. Avec moi, vous entendrez les voix d'Ophélie Mercier, la compagne d'Alexandre Dubrinfo, Daniel et Simon, ses demi-frères, celle des avocats Blandine Lejeune, Grégory Frère et Abdelkrim Babouri, et des journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. L'Ourche, une petite ville à côté de Valenciennes. C'est ici que David Lautour habite. Et voici l'état dans lequel sa maison va être retrouvée 4 jours après le meurtre de son frère. Le domicile de David a très mystérieusement pris feu. La maison a été littéralement détruite par un incendie. Pourquoi est-ce que la maison de David a été incendiée? Est-ce qu'il s'agit d'un incendie criminel? Est-ce qu'il s'agit d'un incendie accidentel? Beaucoup de ces questions se posent. On sait qu'il se déclenche dans le salon séjour. Mais par la suite, l'enquête ne permettra pas de savoir qui a déclenché ces incendies. On sait juste que ce jour-là, la famille Lautour est totalement absente du domicile. Et nombreux sont ceux qui suspectent David d'avoir lui-même mis le feu à sa maison. Je me suis dit peut-être un rapport avec l'histoire, pour effacer des preuves. Éviter que la police vienne chercher des preuves. Est-ce que le crime s'est déroulé au domicile de David? Est-ce qu'il faut cacher des preuves, du sang, des traces qui pourraient incriminer David Lautour? Cette hypothèse, Maître Lejeune, l'avocate de David Lautour, n'y croit pas une seule seconde. Pour elle, il s'agirait plutôt de représailles. On va retrouver un tag sur sa maison. T'es mort. Donc c'est peut-être une vengeance parce qu'on sait que c'est lui et on veut montrer qu'on sait et que tu périras par le feu comme tu as fait périr Alexandre. Il y a une personne dans la famille qui est volontairement tenue à l'écart des commérages. C'est Ophélie, la veuve d'Alexandre. Résultat, 2 semaines après le meurtre de son compagnon, elle ne sait toujours rien de ses infidélités. Elle ne se doute de rien à ce moment-là, elle n'a pas conscience de ce qui va lui tomber sur la tête. C'est finalement en consultant les relevés téléphoniques d'Alexandre qu'Ophélie remarque qu'un numéro de portable revient un peu trop souvent. En regardant le numéro, je dis je connais le numéro là. Et il y avait que les 6 premiers chiffres. Donc je prends mon téléphone et quand on tape le début d'un numéro, il nous met le nom. Et là, ça m'a écrit Julie sur mon téléphone.
C'est pas normal qu'il l'appelle tout le temps, qu'il passe ses journées comme ça au téléphone avec elle. C'est pas normal. C'était sûr qu'il y avait quelque chose, du coup. C'était obligé qu'il y avait une liaison avec elle. Pour Ophélie, le choc est brutal. Son mari avait pour maîtresse Julie, sa belle-sœur, qui est aussi l'une de ses meilleures amies. Et quand on sait que, en fait, on était la bonne cocu dans l'histoire, qu'elle a su me regarder dans le blanc des yeux et me faire ça en arrière, ouais, c'était compliqué. Trahie, Ophélie décide de confronter sa rivale. Je l'ai appelée. Au début, elle niait et après, elle dit ouais, on avait quelque chose ensemble. Apparemment, il voulait me quitter pour être avec elle. Je comprends pas pourquoi elle. Parce qu'on dit toujours on va chercher ailleurs ce qu'on n'a pas chez soi. Mais en plus, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait sa maison, il y avait ses enfants, il y avait sa femme, donc il y avait pas besoin de plus. Je sais pas ce qui me manquait. Veuve, la mère de 4 enfants va avoir bien du mal à réaliser les infidélités d'Alexandre. Et quand elle le fera, elle se posera une autre question. Serait-il possible que David ait voulu se venger après avoir découvert la vérité ? Comment prouver l'implication de David dans le meurtre de son frère? Dans cette affaire, la vérité tient peut-être à un simple téléphone portable, celui d'Alexandre. Le 7 décembre, lorsque le corps d'Alexandre Dubrinfo est retrouvé, les policiers découvrent près de la voiture incendiée la présence d'un téléphone, celui d'Alexandre, sur lequel en fait on retrouve des traces de sang. Ce téléphone portable a bien évidemment été saisi, envoyé à l'expertise, à l'analyse ADN. Et les retours d'analyse arrivent, et là, surprise. On va retrouver des traces de sang d'Alexandre Dubrinfo en mélange avec de l'ADN de David Lautour. Et à partir de là, on se dit qu'il était au moins présent sur les lieux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en être sûr. Tout simplement parce que David est, comme le disent les policiers dans leur jargon, un familier. David Lautour peut avoir touché le téléphone de son frère. Il peut lui avoir prêté son portable, un ADN de contact. Non mais de toutes les façons, les policiers savent que c'est pas suffisant. Pour coincer David, il va falloir trouver autre chose. Les enquêteurs décident alors de le placer sur écoute. En vain. Non seulement le frère de la victime ne commet aucun faux pas, mais il passe son temps à clamer son innocence. Et il va même aller jusqu'à plaider sa cause auprès d'Ophélie, la compagne de son frère. David est arrivé ici, il passait la porte et il a levé ses mains en l'air et il a dit c'est pas moi, j'ai rien fait. C'était bizarre. Pourquoi tu dis c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. David est-il innocent? Ou manipule-t-il ses proches après avoir froidement tué son frère? Les semaines passent et à défaut de preuves, l'enquête est toujours dans une impasse. Alors les policiers vont tenter un coup de poker. Placer David Lautour, sa mère, mais aussi sa femme, en garde à vue. Les policiers se sont dit, c'est un moyen de pression. D'abord, sur les emplois du temps de ce jour-là, et aussi une pression de savoir que son épouse est en garde à vue en même temps que lui, ils ont un petit garçon, enfin c'est psychologiquement, ça marche.
Le 30 janvier 2017, 2 mois après le meurtre de son frère, David Lautour est interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Valenciennes. Dans un premier temps, David nie totalement les faits, il n'est pas responsable du meurtre de son frère et n'a rien à voir avec ça. Il indique que même s'il avait des soupçons sur sa relation avec Julie, elle est totalement innocent, il n'a rien fait. Face aux dénégations de David, les policiers abattent leur première carte, son ADN. Les policiers lui demandent ce que vous pouvez nous expliquer, ce que votre ADN fabrique sur le téléphone portable de votre frère, qui est lui-même ensanglanté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est possible, ça? La partie se corse pour David. Alors il va changer de stratégie en livrant sa première version des faits. Souvenez-vous, peu avant son meurtre, Alexandre est venu chez son frère pour réparer des voitures. Une manière pour eux d'arrondir leur fin de mois. Et selon David, cette fois-ci, Alexandre aurait fait affaire avec les mauvaises personnes. Il va dire oui. Bah, effectivement, je vais vous raconter la vérité. En réalité, il y a une altercation liée à notre trafic de voitures avec 2 gitans. Il explique qu'il assiste à la scène, mais qu'il ne peut pas intervenir parce qu'il n'en a pas la force. Et que lors de cette scène, l'un des 2 gitans sortirait un couteau et porterait un coup de couteau à Alexandre Dubrinfo, que ensuite ces personnes s'enfuiraient et qu'il assisterait impuissant à la mort de son frère. Après, il a eu peur et du coup, il s'est débarrassé du corps parce qu'il avait peur qu'on l'accuse. Il n'y a aucune logique là-dedans. C'est complètement incohérent de mettre le corps de son frère dans le coffre et d'aller le brûler en pleine forêt. Enfin, ça n'a aucun sens. Face à David qui s'arc-boute sur cette version fantaisiste des faits, les enquêteurs décident d'abattre leur dernière carte. Ils vont interroger Julie, la femme de David. Ils espèrent en savoir plus, un petit peu plus sur cette liaison, et ils veulent savoir en fait ce que c'est Julie. Elle va indiquer au service de police qu'effectivement elle a une relation avec Alexandre. Elle indique également qu'elle avait annoncé à David Lautour qu'elle entendait le quitter et partir. Elle lui a jamais avoué sa relation avec Alexandre, mais elle lui avait dit qu'elle voulait faire un break après Noël. Et qu'elle voulait réfléchir et faire un break. Et lui, évidemment, faire un break, ça voulait dire il y a quelqu'un d'autre. D'après Julie, son compagnon était fou de rage à l'idée qu'elle puisse le quitter pour un autre. Les enquêteurs vont alors avoir une idée, utiliser cette colère pour faire craquer David. Ce que vont faire les policiers, c'est qu'ils convainquent d'abord Julie que David est certainement à l'origine de ce meurtre, et ils incitent Julie à inviter son mari à dire la vérité. Et ça va être un moment de pression, où Julie va dire, ben vas-y, dis la vérité, vas-y. Et là, c'est la soupape de la cocotte minute qui saute, et là, il va passer aux aveux. David va alors expliquer comment il a tué son frère. Et vous allez le voir, son récit a de quoi faire froid dans le dos. Retour le 6 décembre 2016. Aux alentours de 15 heures, Alexandre Dubrinfo arrive chez son frère David. Ils vont commencer à faire un petit peu de mécanique. Et à 16h30, très précisément, David se rend à l'école de son fils pour aller le chercher. Il le ramène chez lui, il le fait goûter. David explique que lorsqu'il redescend, Alexandre est sur son téléphone et qu'à son approche, il planque son téléphone dans sa poche. À ce moment-là, David Lautour lui aurait demandé des explications. Il lui aurait posé la question de savoir s'il avait une relation avec Julie. Et il lui aurait répondu « oui, et alors ?» Et une bagarre se serait déclenchée. Les 2 frères se seraient battus à coups de barre de fer. La bagarre se serait ensuite poursuivie au niveau de la cuisine. Alexandre se serait armé d'un couteau. Et là, David
le désarme et le frappe à la gorge. Le coup va être brutal et va lui sectionner la carotide et il va se vider de son sang en 1 ou 2 minutes. Une scène d'une violence inouïe qui se serait terminée dans un bain de sang. Détail glaçant, à quelques mètres de là, alors que son oncle est en train de mourir sur le sol, le petit garçon de David est en train de jouer aux jeux vidéo. Coup de chance, le gosse avait un casque sur la tête, il a rien vu, rien entendu, et David a fermé la porte à clé. D'après David, lorsqu'il est redescendu, il n'y avait plus rien à faire pour sauver son frère. Seul face au cadavre d'Alexandre, il aurait alors fait preuve d'un sang-froid hors du commun pour maquiller son crime. Il va mettre le corps dans le coffre de la voiture d'Alexandre, mais il va pas l'emmener tout de suite. David va d'abord procéder à un grand nettoyage. Il va lessiver, nettoyer. Il va même aller jusqu'à repeindre un mur sur lequel on imagine qu'il y a eu certaines projections de sang. Et pour mener à bien cette grande entreprise de nettoyage, il va demander à sa mère de lui prêter main forte. Sans le savoir, la femme aurait donc aidé son fils David à camoufler le meurtre de son autre fils, Alexandre. A priori, la mère affirme haut et fort qu'elle n'était pas au courant que c'était un crime. Elle dit, pour moi, il s'était coupé, je l'ai aidé. Et ce n'est pas la seule personne à qui David va demander assistance. Après avoir fait place nette, il va aussi prendre le temps de se faire conduire à l'hôpital par sa femme pour soigner sa blessure. Le corps va rester la nuit dans la voiture. Le lendemain, il fait comme si de rien n'était, il donne le change, il va chez le coiffeur, il va qu'à ses occupations. Ce n'est que dans l'après-midi qu'il se décide enfin à se débarrasser du corps de son frère. Mais pour cela, il a besoin d'un chauffeur. Alors il demande à Sylvain, une connaissance, de lui rendre un service, sans pour autant le mettre dans la confidence. Vers 14h30, il passe un coup de fil à un ami, Sylvain, et lui demande de se débarrasser d'une voiture. Pour lui, c'est pour une sombre histoire de fraude à l'assurance et il n'était absolument pas au courant qu'il y avait un corps dans le coffre de la 307. Et ils vont donc sur ce chemin un peu loin des regards, déposer la voiture. David arrose de White Spirit, il met le feu. Et une fois le véhicule incendié, c'est cet ami qui va ramener David Lautour à son domicile. Un plan sans accroc. David a beau s'en défendre, mais selon certains proches, tout laisse à penser que le meurtre aurait été prémédité. Alexandre, vu sa carrure, je pense que il aurait pu arrêter David si David avait un excès de colère. Alexandre, je l'ai vu à l'œuvre plusieurs fois en train de se battre et il n'y avait jamais besoin d'armes ou quoi que ce soit pour se défendre. Moi, je me suis dit, il l'a pris par derrière, par surprise. Il était pris en retraite, c'est sûr. Ça veut dire qu'il savait déjà qu'il allait lui faire quelque chose. Et arrivé après le coton, c'était prémédité. Je pense que là, il y a des gros points d'interrogation et je crois que l'instruction n'a pas permis de déterminer ce qui s'était réellement passé. À l'issue de l'enquête, la préméditation ne sera pas retenue. C'est donc pour meurtre que David comparaîtra devant la cour d'assises. Et après 2 années passées en détention provisoire, il va devoir enfin s'expliquer face à sa famille. Le 2 février 2021, le procès de David Lautour s'ouvre devant la cour d'assises de Douai.
On a d'un côté la famille d'Alexandre, en fait, les proches d'Alexandre, Ophélie, ses enfants, et des amis. Plusieurs d'entre eux ont fait floquer à cette occasion des t-shirts à l'effigie d'Alexandre. L'important, c'était de rester soudés, d'honorer la mémoire de mon frère. Je savais à quel point il était apprécié. Il était toujours bien entouré. Mais ouais, je m'attendais pas à avoir autant de monde au tribunal quand même. Ça fait plaisir. On sent une famille bouleversée, qui est en attente de ce procès, et puis qui se font toutes petites de l'autre côté de la salle, Julie et Madame Lautourmère. C'est dans cette ambiance électrique que David se présente dans le box des accusés. Et là, c'est la consternation. On remarque un homme amaigri qui a perdu 27 kilos depuis son placement en détention provisoire. Il est assez prostré, il baisse le regard. On aurait dit un gamin en fait. Il était de son côté, il parlait pas. David est resté froid. Il a évité de nous regarder. Peut-être qu'il avait peur d'affronter la vérité en face. De voir tout le mal qu'il a fait. Qu'il a pas tué une personne, mais qu'il a détruit une famille. J'ai pas perdu un frère, mais deux. L'avoir tué, c'est une chose, mais l'avoir brûlé, c'est encore plus grave. Moi, je dis, il faut pas être humain pour faire ça. Lors des audiences, les jurés vont découvrir que si David en est arrivé là, c'est peut-être aussi parce qu'il était rongé par un profond mal-être et une jalousie maladive vis-à-vis de son frère. On sait que Alexandre, c'est quelqu'un que tout le monde aime, que tout le monde adore dans sa famille. C'est un personnage extrêmement solaire, extrêmement extraverti, un petit peu le chouchou. Alexandre avait tout pour lui. Son physique déjà, je pense aussi la façon d'être, la façon de se poser, la façon de... C'est davantage attention à lui. Il avait déjà tout, il lui prenait son épouse. Et ça, c'était peut-être trop pour David. Est-ce que c'est vraiment pour Julie? On sait même pas. Ce qui se passe dans sa tête, ce qu'il pense lui. Est-ce qu'il a pas tué son frère pour de la jalousie ou... On saura jamais. L'histoire de famille, de frères et sœurs, c'est très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que David s'est toujours défendu d'avoir souhaité la mort de son frère, même lors des audiences. Monsieur David Lautour maintient qu'il ne voulait pas tuer Alexandre Ruminfo, que tout ça part de cette bagarre, que le coup n'est pas porté intentionnellement. C'est un accident. C'est un accident, j'ai pas voulu le tuer. C'est les circonstances qui ont fait. Pour la famille, c'était insupportable. Là-dessus, je l'ai pas suivi, c'est-à-dire que je lui ai expliqué, à partir du moment où vous donnez un coup de couteau dans la carotide, même si c'est un coup de colère, même si c'est après l'avoir désarmé, l'intention homicide en découle, voilà. David n'a d'ailleurs pas réussi à convaincre les jurés. À l'issue des débats, l'intention homicide est retenue. Et l'accusé, condamné à 16 années de réclusion criminelle. J'attendais une lourde peine, quoi. C'est pas assez. Pas assez. J'étais déçue. C'est pas la peine que je m'attendais à ce qu'il y ait. Là, 16 ans, il va sortir et finir sa vie comme il faut. Il va retrouver son fils, sa femme. Puis il continuera à vivre normalement. Pour moi, le verdict n'a aucune importance, en fait. Ça ramènera jamais mon frère. De son côté, David Lautour accepte ce verdict en décidant de ne pas faire appel.
Aujourd'hui, dans le nord de la France, les proches d'Alexandre essaient tant bien que mal de se reconstruire. Le père de famille a laissé derrière lui 4 enfants qui doivent désormais grandir sans figure paternelle. Quand je vois mes neveux et nièces, je me dis que bon, je les vois grandir, normalement c'était son père qui devait les voir. Il y a encore des moments difficiles, mais bon, ça va avec, hein. On essaie d'être là pour 2. On fait la maman et le papa en même temps, on n'a pas le choix. Et malgré le temps qui passe, Ophélie continue d'honorer la mémoire de son premier grand amour. En elle, le souvenir d'Alexandre est toujours aussi présent. Ça reste toujours dans un coin de la tête. Et puis ici, il n'y a pas une journée où on parle pas de lui. Chaque fois qu'on fait des soirées, on discute tout ça dans la famille et tout, c'est toujours Alex, on parle toujours d'Alex. En fait, c'est comme s'il n'est pas mort. Encore le coup. On peut pas oublier. J'ai vécu 12 ans avec lui, 12 ans de bonheur, on va dire. On a tout construit ensemble, en fait. C'était le premier, c'était, pour moi, ça allait rester le seul. C'est mon amour de jeunesse, c'est mon homme, quoi. Merci d'avoir écouté la deuxième partie de ce podcast consacré à l'affaire Alexandre Dubrow. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, si ce podcast vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL et RTL.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt.